Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est l'heure de l'émission Mode d'emploi et comme chaque premier vendredi du mois, vous êtes avec les féministes révolutionnaires, on sera ensemble jusqu'à 21h30. Et ce soir, on va parler de travail du sexe. Alors les féministes révolutionnaires, c'est un collectif qui a été créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On tient un blog Mediapart, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleurs et travailleuses et plus largement celles qui participent à construire une société plus juste. Alors, je m'appelle Laura et je suis accompagnée ce soir de Héloé à l'animation. Coucou. Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir notre invitée Camille, qui est travailleuse du sexe et qui milite au sein du collectif Insurrection Trans et du Stras. Camille, est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus en détail ? Peut-être, je ne sais pas, ton parcours, ce qui t'a amené au militantisme, peut-être au travail du sexe ? Salut. Alors, mon parcours, moi en fait, je vais pas donner mon âge parce que je suis jeune. En fait, moi j'ai commencé à militer depuis à peu près 15 ans. Voilà, je suis travailleuse du sexe depuis 10 ans. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui m'a un peu amené au militantisme, c'est un peu ma condition en tant que femme trans et travailleuse du sexe et précaire. En fait, je me suis vite rendu compte que les inégalités pleuvaient quand on est une minorité, et donc j'ai vite compris qu'il fallait un peu ouvrir sa bouche pour dire stop à tout ça. Voilà. Mon parcours, c'est un peu un parcours classique. Voilà, j'ai pas fait des folies. Je crois qu'on va parler de folie un peu plus tard dans l'émission. Mais en attendant, on va faire le petit quiz traditionnel de début d'émission. Donc aujourd'hui, on a 2 questions. L'idée de ces questions, c'est que je vous pose la question et vous avez plusieurs réponses possibles. Et il y en a une seule qui est vraie. Quel suspense. Alors la première de mes questions de ce quiz va porter sur l'actualité, puisque en ce début de mois des fiertés, nous avons un divorce qui a lieu entre des personnes que nous apprécions follement, à savoir Elon Musk et Donald Trump. Oh. Bref, les insultes pleuvent, les insultes fusent, et justement, ces personnes, ces hommes qui sont pas du tout guidés par leurs émotions, qui sont carrés, droits dans leurs bottes, voilà, ont beaucoup l'habitude justement d'utiliser des insultes. Et du coup, je me demandais, parmi les insultes suivantes, laquelle n'a jamais été utilisée publiquement par Elon Musk ? Alors, voilà les propositions. Donc, une seule n'a jamais été utilisée par Elon Musk. Donc, il y a eu le combo idiot et attardé. Mm-hmm. Le combo crétin bête comme ses pieds. Le combo étron demeuré. Le petit homme. Et enfin, PNJ de journaliste coincé dans son arbre de dialogue. J'ai très envie qu'il ait en fait déjà dit la dernière réponse, parce que je trouve ça insultant mais stylé comme insulte, ou je sais pas trop. Mais donc tu peux redire les 2 premières. Je sais plus du tout dans quel ordre je les ai dit, mais du coup, idiot et attardé, crétin bête comme ses pieds, étron demeuré, petit homme et PNJ de journaliste coincé dans son arbre de dialogue. Est-ce qu'il y en a une qui vous donne une vibe de non? Moi, je pense pas qu'il l'a dit celle-là. Moi, je suis entre les 2 premiers, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien
les grands mots et enfin qui justement pense beaucoup à comment il va insulter les gens, enfin s'il peut penser avec son poids chiche dans le cerveau, mais je pense que c'est l'une ou l'autre, une première ou la deuxième. Donc pour toi, genre soit idiot et attardé, ouais, soit idiot. crétin bête comme ses pieds. Idiot et attardé, ouais, genre c'est basique un peu comme ça. Ok. Moi, je dirais PNJ. C'est PNJ. Ah non. Non, mais c'est grave stylé. Mais c'est trop stylé pour lui, Oui, en ok. fait. Mais non, ça fait sens. Genre je rêve dans un monde où justement il aurait dit ça et genre au moins c'est du spectacle en fait, c'est juste ça. C'est votre dernier mot, Oui. du coup. Ok. Alors, pour idiot et attardé, c'est une insulte qu'il a dite à un astronaute européen avec lequel il n'était pas d'accord. D'accord. Crétin bête comme ses pieds a été adressé au conseiller américain au commerce cette semaine, a priori. Petit homme à un ministre polonais. PNJ de journaliste coincé dans son arbre de dialogue, donc à une journaliste qui l'embêtait. Et c'est donc étron demeuré qui n'a pas été prononcé par Elon Musk de manière publique. Voilà. Ok. Donc nous sommes bien dans un monde où Elon Musk a dit le PNJ. Oui, tout à fait. Genre, j'adore. Mais en Ok, même temps, trop bien. c'est vrai qu'il y a tout l'univers Internet aussi Oui. dans lequel il baigne et duquel il reprend beaucoup les références aussi. En fait, voilà. c'est juste une personne de 12 ans qui, en fait, en a pas du tout 12. Je pense que c'est ça, en fait, Elon Je pense Musk. que cette analyse c'est tout. est pertinente. J'aurais ça sur c'est bon. Drop Ce the sera la mic. réponse maintenant. Drop the mic. Bon, comme on n'a pas envie de parler d'Elon Musk tout au long du quiz, même s'il y a des choses très drôles quand même, je voulais vous poser une petite question un peu plus culture générale, histoire, autour du travail du sexe et de la prostitution. Donc, moins drôle, mais bien plus instructive. Alors, à sa construction, la cathédrale de Chartres a reçu un cadeau de la part d'une corporation de prostituées. Et donc, quel était ce cadeau ? Est-ce que c'était un luminaire suspendu, une gargouille de dragon, un vitrail représentant la parabole du fils prodigue ou une statue de Sainte Rita ? Oh, ce serait trop cool que ce soit la statue de Sainte Rita. Oui. C'est la statue de Sainte Rita ? Moi, je dirais statue de Ouais, Sainte-Rita. moi aussi. C'est votre... Moi, j'aurais adoré aussi que ce soit la statue de Sainte Rita. C'est pour ça que je l'ai proposé comme option. Ah bah oui, Mais bah. non, donc c'est un vitrail représentant la parabole du fils prodigue. Et en fait, il y avait eu différentes corporations donc à l'époque qui avaient offert différents vitraux de la cathédrale. Et comme à l'époque, le travail du sexe et la prostitution étaient beaucoup plus considéré et accepté justement dans la société, c'était normal justement qu'il y ait une participation comme ça à la construction de l'église, à offrir justement un vitrail. Et voilà, j'ai appris ça du coup tout à l'heure en essayant de chercher des questions pour le quiz et j'ai trouvé ça sympa. Ouais, de ouf. Voilà. Alors, je vous propose qu'on reprenne un petit peu le cours de l'émission, donc après cette petite introduction brisage de glace. Et donc, on va aller parler un petit peu de l'actualité, puisque on a cette semaine une commémoration très importante autour du travail du sexe. Donc, en effet, on diffuse cette émission à l'occasion des 50 ans de l'occupation de l'église Saint-Nizier, à Lyon. Donc, cette commémoration, elle a eu lieu ce week-end et on y était en tant que Femme Rêve. Donc, du 2 au 10 juin 1975, une centaine de travailleuses du sexe ont occupé cette église pour dénoncer la répression policière, les violences et l'hypocrisie de la société. Elles demandent la fin de la pénalisation de leur travail, l'accès à la sécurité sociale et le retrait des peines de prison, dont certaines font l'objet et qui peuvent mener au retrait de la garde des enfants. Elles sont soutenues par le mouvement féministe, des locaux et le curé de la paroisse qui les accueillent et refusent leur expulsion. Grâce à l'occupation de l'église lyonnaise, des prostituées d'autres villes se mettent à lutter. Elles font la grève et occupent des églises à Marseille, Paris, Montpellier, Grenoble et Saint-Étienne. Malgré la mobilisation, l'État reste indifférent aux revendications des travailleuses du sexe. Et le 10 juin 1975, l'ordre d'expulsion est donné dans toutes les villes. Et les occupantes sont sorties des églises avec violence. Même si cette occupation n'a pas été suivie d'avancées pour les droits des travailleuses du sexe, c'est un moment fondateur pour la politisation des TDS en France. Et la date du 2 juin est devenue la journée internationale des luttes des travailleuses du sexe.
Alors, si on en a la possibilité, parce qu'on a eu quelques soucis techniques, oui, on me dit que oui, on va donc vous passer un petit extrait du documentaire qui a été tourné par Carole Roussopoulos à l'époque sur donc les travailleuses du sexe de Saint-Nizier, un documentaire qui s'appelle Les prostituées de Lyon parlent, donc qui a été tourné en 1975. Et puis de toute façon maintenant les gens ils doivent comprendre réellement que nous sommes vraiment au bord de l'émeute à tout point de vue, parce que de toute manière maintenant il est évident que toutes les filles de France ont compris le truc, ont compris que de toute façon les pouvoirs publics n'étaient pas systématiquement un gendarme, ça voulait pas dire la loi. Maintenant c'est plus possible, le gendarme ça n'est plus la loi, le gendarme c'est simplement la répression. La loi maintenant en ce moment on se demande où elle est, et pratiquement elle n'existe plus parce que la loi elle est tout à fait particulière pour tout le monde, alors que normalement elle devrait être impartiale pour toutes. Dans cet extrait, du coup, on entend donc une militante qui parle, entre autres, de la répression et du fait que les gendarmes ne sont pas là pour les aider. Et donc, c'était une des revendications à l'époque à Saint-Nizier, et c'est toujours une revendication aujourd'hui. Je me demandais, Camille, si tu voulais nous parler un petit peu de ce que Saint-Nizier représente aujourd'hui. Ouais, pas de souci. En fait, Saint-Nizier, l'occupation de Saint-Nizier, elle a une représentation d'un moment fondateur dans la lutte des droits des travailleuses du sexe. Et il y a une symbolique de résistance féministe face à la répression policière et sociale qui était axée à l'époque. Aujourd'hui aussi, elle a une représentation assez spécifique parce qu'on se place quand même dans un contexte très actuel de répression des travailleuses du sexe via les lois contre le proxénétisme ou les lois de 2016. Elle se place aussi sur un contexte d'harcèlement institutionnel des travailleuses du sexe. Donc c'est aussi un peu cet événement-là place le cadre actuel, je pense, depuis déjà 50 ans. Ok. Donc pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, j'aurais bien voulu qu'on fasse juste un petit temps définition, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire en fait être TDS aujourd'hui en France, être travailleuse du sexe ? Quelle forme ça peut prendre ? On pense par exemple à la prostitution, je sais pas, dans la rue, mais peut-être que ça inclut aussi par exemple les travailleuses de l'image, du porno par exemple ? Alors, en fait, ce qui inclut les travailleuses du sexe, c'est en fait le fait de monétiser sa sexualité. Donc on peut avoir donc le travail de rue, le travail sur les plateformes d'escorte, on va avoir aussi le travail sur les plateformes de cam, la pornographie, les strips, les ventes d'objets, par exemple les culottes ou les choses comme ça, ce qu'on peut avoir, ou les ventes de photos, de vidéos aussi. Mais en fait le truc c'est assez difficile de faire un état des lieux de réellement ce que c'est le travail du sexe, parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a autant de travailleuses du sexe que de travailleuses du sexe possible. Le point commun de départ, en fait, c'est de ne pas rentrer dans des cases existantes de la société. Et les TDS, le TDS, c'est une profession qui est quand même très stigmatisée. Donc c'est aussi un point commun global. Ce qui divise globalement un petit peu, c'est qu'on n'a pas, entre toutes les catégories de travail du sexe, on n'a pas toutes les mêmes besoins sociaux, toutes les mêmes difficultés au sein. Par exemple, on prend les acteurs porno. Les acteurs porno ont un statut, ont un contrat parfois, alors que les travailleuses de rue et les travailleuses sur plateforme n'ont pas de statut. Moi, à titre personnel, je suis travailleuse sur plateforme, donc je peux aussi parler de cet aspect-là de travail du sexe. Après, je peux pas non plus parler au nom de toutes mes collègues et de tous mes collègues. Je pense que ça, voilà, je préfère quand même le dire aussi à la base. Et je pense que c'est à peu près tout. Ok, c'était effectivement, on voit qu'il y a plein de réalités, mais tu nous as parlé un petit peu donc que parmi les choses qui divisaient, il y avait aussi une histoire de besoins qui pouvaient être différents, et donc c'est un petit peu aussi la question peut-être du rapport à la loi, de la manière dont le système inclut plus ou moins différentes situations. Et du coup là-dessus, à l'international, on voit que les États ont globalement adopté
4 grands modèles peut-être en matière de régulation du travail du sexe. On avait noté la prohibition, la légalisation, la décriminalisation et enfin ce qu'on appelle le modèle suédois. Toi, c'est quoi ton positionnement sur la question ? Qu'est-ce qui te paraîtrait répondre le plus justement à vos besoins ou en tout cas aux besoins que tu vois toi là où tu es ? Pour, je pense, parler un peu de mon positionnement personnel sur ces questions-là, je pense que c'est bien de décrire un peu, parce qu'il y a des modèles qu'on ne connaît pas forcément, et pourtant on les connaît. Déjà, il faut savoir que donc, le modèle de la prohibition, c'est un modèle de totale interdiction. Après, on va voir la légalisation. Alors, moi, j'ai un mot plutôt pour le parler, c'est réglementation par l'État. Et il y a la décriminalisation qui est en gros que les TDS en fait font et appliquent les choses qu'elles veulent appliquer dans leur profession. Et le modèle suédois, c'est un modèle qui est à base d'abolitionnisme, donc à base de pénalisation des clients, d'infantilisation et de victimisation des travailleurs du sexe. C'est le modèle majoritairement utilisé en France depuis la loi 2016. Moi, je me place sur une demande de décriminalisation de Total du travail du sexe, parce que en tant que travailleuse du sexe, on n'a pas besoin qu'on ait papa gouvernement qui vienne nous expliquer derrière comment travailler, ce qu'on a à faire et comment on doit le faire, et qui aussi est une mainmise sur notre travail, parce que je pense que on n'a pas à recevoir de leçons du gouvernement là-dessus. Ok. Merci beaucoup pour ton retour là-dessus. On va faire une petite pause musicale avec donc une musique de Lala Rami, spéciale dédicace à mon amie Yasmine qui sera très contente de l'entendre. Donc avec Aïcha Candy Shop. الله مالك يا زين مالك Aisha Candy Shop. Aisha Candy. On est de retour sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes sur l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires et aujourd'hui, on parle de travail du sexe. Alors Camille, tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de loi. Tu as cité la loi de 2016 et c'est ce qu'on va aborder là maintenant, un petit peu le cadre légal dans lequel vous évoluez en tant que travailleuse du sexe. Donc il faut savoir qu'en France, le travail du sexe n'est pas illégal, mais la loi, je cite, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Donc c'est une loi qui a été adoptée le 13 avril 2016 et qui régule l'activité des travailleuses du sexe. Cette loi a notamment créé une infraction de recours à l'achat d'un acte sexuel. Donc ça veut dire elle pénalise directement les clients qui ont recours au travail du sexe. Quelles ont été en tout cas de ce que toi tu as pu voir, les conséquences concrètes de cette loi sur les conditions de travail, sur la sécurité et sur la santé des personnes concernées? Alors, déjà en fait on peut dire une chose, c'est le plein pouvoir aux clients. Discuter les prix, discuter les protections, les agressions et VSS par les clients ont énormément augmenté pendant les rapports au travail. On a de plus en plus de clients qui demandent à ce qu'on aille dans des lieux très discrets. Ce qui fait donc des lieux qui sont à portée de regard et des lieux qui sont hyper insécurisants. Donc vraiment on se retrouve dans des cas qui mettent en jeu notre propre sécurité. On a vraiment des clients qui sont de plus en plus agressifs parce qu'ils justifient du fait que risque d'être pénalisé sur la chose. Aujourd'hui, cette loi, elle est très peu appliquée sur les clients. C'est juste une manière de nous insécuriser encore plus. Elle pénalise pas tant que ça, en fait, le client. Cette loi, elle précarise les travailleuses du sexe et voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on comprend vraiment beaucoup mieux du coup l'impact de cette loi et la manière dont ça
ça n'a pas un effet du tout sécurisant pour les personnes qui travaillent et qui n'est pas du tout efficace, évidemment. Voilà. Il y a aussi du coup une autre loi dont on parle peut-être moins, c'est la loi sur le proxénétisme. Alors juste avant d'en parler, on va vous passer justement un extrait encore donc du même docu que tout à l'heure, celui de Carole Roussopoulos sur les TDS de Saint-Nizier, donc les prostituées de Lyon parlent, qui date de 1975. Et donc voilà pour le deuxième extrait. C'est que sur le proxénétisme, les gens du dehors ne savent pas ce que c'est. Les flics se rabattent sur un homme qui prend de l'argent, qui à l'occasion frappe une fille. Naturellement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a peut-être 5%. Mais on oublie de savoir, c'est que le proxénétisme, la loi dit toute personne vivant en côtoyant sous le même toit qu'une prostituée est passible de proxénétisme. C'est-à-dire que si une mère vit avec sa fille qui est prostituée, elle est passible de proxénétisme. Si on vit avec une camarade, elle est passible de proxénétisme. Si on vit avec son frère, ou même seulement si nous côtoie, on est passible de proxénétisme. Toute personne est passible de proxénétisme. Alors on devrait parler à personne, vivre comme des chiennes, ce qui n'est pas possible dans la vie. Et du coup, on parle souvent de la loi de 2016, qu'on vient d'évoquer ensemble, mais on entend moins souvent parler de celle sur le proxénétisme, donc, qui date de 2003. Camille, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Alors, je ne vais pas plomber avec des trucs assez spécifiques globalement. Je vais faire un résumé global. Donc, en fait, selon l'article 225-5 du Code pénal, le proxénétisme consiste à aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui, tirer profit de la prostitution d'autrui, en partager le produit ou en faciliter l'activité. Voilà. Par rapport à ça, j'ai une grosse annonce à faire aujourd'hui en un peu exclu avec donc le collectif dans lequel je fais partie, le collectif Insurrection Trans. Nous avons décidé d'attaquer l'État français pour proxénétisme. Pourquoi ? En fait, c'est pour démontrer que cette loi est complètement absurde. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui prête de l'argent à une travailleuse du sexe, elle est pénalement punie pour proxénétisme. On a aussi des choses qui se sont passées par le passé. Je peux vous citer par exemple l'affaire Viviane Tremblay qui a attaqué l'URSSAF de Paris. Voilà. Donc, le tribunal a même reconnu que l'État faisait du proxénétisme. Je vais vous lire un passage justement pour remettre la chose. Donc, la tonalité de ces attendus est particulièrement dure. Il laisse clairement entendre, en se fondant sur l'article 225-5 du Code pénal, que les prélèvements de l'État s'apparentent à du proxénétisme. Cette disposition indique notamment que le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit, de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à de la prostitution. Ce qui fait dire au tribunal, la charge n'est pas mince, qu'ayant une mission de justice, il ne peut que stigmatiser cette composition étatique qui ne peut être entérinée par la judiciaire. Du point de vue de l'article 3, la contradiction est majeure. Si la prostitution contrainte est un traitement inhumain ou dégradant, elle mérite cette qualification indépendamment de la nature privée ou publique de la personne qui exerce cette contrainte, directe ou indirecte. On pourra même considérer que dans un pays où le proxénétisme punit de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende est défini comme un fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, de tirer profit de la prostitution d'autrui ou d'en partager les produits. L'État et les personnes morales qui en dépendent, plus ou moins directement, devraient donner l'exemple. Il est donc hautement regrettable que seule Madame le juge Foura Sandstrom s'appuie sur le jugement précipité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et osé dire dans son opinion dissidente ce que, au fond, tout le monde sait, l'État tire profit de la prostitution, un peu comme un proxénète. Quand il réclame le paiement de dettes récurrentes qui, concrètement, peuvent seulement être épongées par la suite d'activités sexuelles rémunérées.
Donc nous, en fait, on veut pas attaquer l'État pour dire genre c'est un proxénète, c'est mal. On veut vraiment attaquer l'État parce que cette loi, elle est complètement absurde. On peut tous être attaqués de proxénétisme. C'est vraiment, vraiment important de le souligner. Aujourd'hui, en fait, on souhaite appeler à toutes les orgas, toutes les associations, les partis politiques, les forces juridiques pour se joindre à nous, pour lancer cette action d'attaque globale contre l'État pour proxénétisme. Voilà. Waouh, c'est une grosse annonce, hein, effectivement. Nous, on n'était pas au courant pour remettre le contexte pour les auditeurs. Et j'ai le cœur qui bat. C'est hyper stylé. Ça me rappelle un petit peu... je me rappelle de choses qui avaient été faites sur Instagram à l'époque où il y avait eu une campagne justement par des TDS qui se prenaient en photo avec des pancartes du genre mon chat se proxénète parce que le chat bénéficiait du produit de la prostitution justement. Et là, c'est vraiment le même sujet qui est repris, mais ouais, vous allez loin et tout. Ok. C'est incroyable. On a hâte de voir comment ça va se structurer et en tout cas, go, genre vraiment beaucoup de soutien et ça va être incroyable. Il ne faut pas hésiter pour n'importe quel orga de nous contacter via les réseaux sociaux, via notre mail. Voilà, on va publier quelque chose pour rappeler qu'on fait ça. Hein. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas s'il y a des gens qui veulent participer à cette action à nous contacter. Voilà, donc le collectif Insurrection Trans qui lance cette action. Et du coup, pour effectivement aller... alors, je sais pas s'il y aurait des choses à dire en plus, parce que tu as déjà beaucoup parlé du sujet. En fait, on entend parfois dire que toutes ces lois protègent les travailleuses du sexe, qu'elles vont leur permettre peut-être de sortir de la prostitution, etc. Mais est-ce que, en fait, il y a une protection qui existe vraiment pour les travailleuses du sexe ? Est-ce qu'il y a des choses qui aident ? Qui est réellement protégé par ces lois ? Que réclament les TDS à la place ? Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter par rapport à tout ce que tu nous as déjà super bien développé, à la fois sur la loi de 2016, sur la loi sur le proxénétisme. Alors en fait sur la question de protection des travailleuses du sexe, en fait globalement on se protège entre nous. Là je préfère le dire tout de suite, en disant ça je fais du proxénétisme. Voilà, encore une fois, je peux être pénalement réprimé parce que je dis cette phrase-là. De part, il y a des choses que je peux pas non plus dire par souci de sécurité entre nous. Aujourd'hui, on n'a rien qui nous protège globalement dans les lois, dans les choses comme ça. C'est plus de la répression. Aujourd'hui, on a des lois qui sont fantasmées de protection par l'État, mais qui en fait justement majorent notre insécurité et nous met encore plus en danger. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications là-dessus. C'est super intéressant. Moi personnellement, j'avais jamais entendu de détails justement sur Jasmine, donc c'est super de t'avoir ici. Alors on va juste faire une petite pause musicale avec Regarde-moi de Lisa Pariente et puis on revient tout de suite après. Je suis pas parfaite, parfois un peu conne et je serai la reine de la fête quand tu auras plus personne. Regarde-moi, Alors, on est de retour sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires. Et donc, on est aujourd'hui avec Camille, qui est travailleuse du sexe et qui est membre du collectif Insurrection Trans et du STRAS. Et donc là, on va parler peut-être un petit peu de discrimination, de violence, mais aussi des luttes en cours et peut-être un petit peu de la répression aussi. Alors, d'abord, quand on pense justement à la prostitution, aux travailleuses du sexe, on pense souvent à des femmes. Mais donc les travailleuses du sexe, c'est pas seulement des femmes, c'est souvent donc des femmes, des personnes étrangères, des personnes racisées, queer, trans, très souvent donc à l'intersection de ces catégories. Et du coup, il y a vraiment un empilement d'expériences minoritaires, des discriminations croisées.
Et donc, je me demandais si tu voulais nous parler un petit peu de la manière dont ces discriminations croisées vont aller influencer à la fois l'exercice du travail du sexe, mais aussi peut-être donc l'accès à la parole, à la justice, même aux soins. Alors, ça dépend de quelle minorité on parle, mais globalement, en fait, les personnes minoritaires sont déjà en fait invisibilisées dans la société, se sentent beaucoup plus en danger et ont plus facilement des difficultés à parler justement et à avoir des espaces, sont difficilement écoutés aussi globalement dans les espaces. Je prends par exemple l'exemple des personnes trans. Il y a pour les personnes trans qui font du TDS, il y a un truc déjà en fait. Il y a déjà au sein du TDS une sorte d'omerta où on a des difficultés de parler qu'on fait du TDS. Et en fait, quand on est une personne trans en plus, on est doublement stigmatisé. Et donc en fait, de dire ah bah je suis trans et je fais du travail du sexe, il y a un truc aussi de ah bah c'était prévu, de toute façon t'es trans, tu fais forcément du travail du sexe. Donc aujourd'hui il y a ce truc là, il y a ce truc aussi qui impacte notre vie parce que même si tu n'es pas travailleuse du sexe quand t'es une personne trans, souvent c'est genre moi dans la rue on me propose des choses alors que les gens ne savent pas. Moi j'ai un site, j'ai quelque chose, tu vois. Donc mes clients quand ils me contactent, ils savent très bien que je fais du travail du sexe. Dans la rue, les gens ne savent pas. J'ai des gens que je connais qui sont trans mais qui sont pas travailleuses du sexe. Dans la rue on leur propose des passes. Et en fait c'est genre dès que les personnes disent bah non en fait je suis pas travailleuse du sexe, bah tout de suite c'est bah en fait si t'es trans donc forcément t'es travailleuse du sexe. Enfin voilà, il y a un empile. Ces discriminations croisées augmentent un facteur de précarité aussi, Enfin, quand tu cumules un petit peu les minorités et les systèmes de violence, tu te trouves vite à en fait te retrouver vraiment dans le bas de l'échelle, à crouler sous les merdes quoi. Enfin moi des fois à plusieurs reprises on m'a sorti ouais mais tu les cumules, toi, les oppressions, quoi. Enfin, femmes, trans, travailleuses du sexe, lesbiennes, tu les cumules, quoi. Enfin, au bout d'un moment, calme-toi. Et précaire, en plus. Donc, enfin, voilà, c'est en fait des couches à merde. Moi, j'appelle ça des couches à merde. Plus on a ces couches-là, bah, plus on est écrasé par ces couches-là. Et c'est plus difficile de s'en sortir et d'avoir aussi ces espaces de parole. Ok. T'as commencé à en parler du coup un petit peu des violences. Je pense que c'est ultra important qu'on en parle aussi ici sur cette émission. Donc, tu as parlé aussi de la plateforme Jasmine. Donc, c'est une plateforme gérée par l'association Médecins du Monde qui a effectué une enquête. Et donc, selon ces chiffres, les violences envers les travailleuses du sexe ont augmenté de 6% entre 2023 et 2024. Est-ce que tu peux nous parler de ces violences, d'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que c'est de la police, des clients, de la société? Et globalement, tu l'as un petit peu dit, mais si tu as des choses aussi à rajouter sur comment est-ce que les TDS s'organisent pour se protéger. Oui. Alors, en fait, les violences, elles viennent de beaucoup d'aspects, majoritairement des clients et aussi de la police. La société, c'est de la violence institutionnelle, donc c'est de l'énorme violence, mais pas forcément les mêmes violences. Mais c'est de la violence différente, si vous voulez, on peut en revenir après. Mais les clients, comme je parlais au début, c'est surtout beaucoup lié à la loi de 2016, etc. Ces violences, elles augmentent énormément sur les travailleuses de rue, mais aussi via les plateformes. Quand on rencontre les clients, on se retrouve à avoir des agressions sexuelles, beaucoup. Sauf qu'on se retrouve à dire, quand on est travailleuse du sexe, aller porter plainte pour agression sexuelle. Ça arrivait à beaucoup de collègues à nous de dire de se retrouver avec des flics. J'aime beaucoup ce lapsus. Des flics en face de vous qui vous disent en fait comment c'est possible de se faire violer quand on est travailleuse du sexe, parce que beaucoup confondent désir et pratique. Aujourd'hui, si tu n'as pas envie, j'ai pas envie de coucher avec mes clients. Par contre, c'est un travail. En fait, les clients, je couche avec eux. C'est pas que les clients m'excitent, du tout même, loin de là. Mais voilà, c'est juste un travail. Et en fait, il y a vraiment cette confusion
Globalement, la police, c'est beaucoup du harcèlement de rue qui va se passer sur les travailleuses du sexe qui travaillent en extérieur. Voilà, et la société, c'est l'inaccès aux institutions globales, l'inaccès aux protections sociales, l'inaccès à un logement, stigmatisation de notre profession, stigmatisation des personnes qui font les professions. On se retrouve face à de la violence. Quand on nous demande vous faites quoi comme boulot et que vous êtes là, moi je suis travailleuse du sexe, on te regarde, on te dit non mais attendez, il faut changer de métier en même temps. Et en fait, on est là, en fait, si t'aimes ce métier, tu n'as pas le droit de le faire, en fait. Et t'en deviens à avoir une honte de formuler que tu fais ces métiers-là. Un point peut-être important à parler sur les violences. Cette année, on est quand même sur une année où il y a eu une augmentation des meurtres sur les travailleuses du sexe. Cette année, il y a eu 10 assassinats de travailleuses du sexe. C'est énorme par rapport aux années précédentes. Moi, je prends notamment un exemple qui a eu lieu l'été dernier. C'était Géraldine, une femme trans qui a été assassinée sauvagement dans son appartement. C'était vraiment un meurtre ignoble. On a quand même les médias qui ont mégenré sur toutes les plateformes publiques cette personne-là. On a un argumentaire qui part sur la personne m'avait pas dit que c'était un homme, sauf que c'est pas un homme, c'est une femme trans. Et en plus de ça, faut savoir qu'on connaît le danger qu'on risque quand on est femme trans et travailleuse du sexe. On sait très bien que les clients ils doivent savoir ça parce que c'est dangereux. Parce qu'en fait, on nous a mis tellement cet inconscient vis-à-vis des médias, etc. qu'on a peur de ça. Sauf que en fait, on se retrouve à un truc où ils utilisent cet argument-là, alors que c'est complètement faux. Quasiment toutes les travailleuses du sexe qui bossent sur plateforme travaillent sur des sites spécifiques. Je ne donnerai pas les sites ici parce que proxénétisme encore, mais en fait travaillent sur des sites spécifiques pour les personnes trans. Aujourd'hui, on n'est pas. Faut arrêter de lancer cet argument de. En fait, on savait pas qu'elle était trans. Je suis désolé, tu embauches une travailleuse du sexe. Il y a une discussion qui se fait avant. Il y a des choses qui sont réglées. À un moment donné, on sait notre sécurité qu'elle est mise en danger. Et de toute façon, moi j'ai envie de dire que tu saches ou que tu saches pas, ça n'argumente même pas le fait d'assassiner une personne de manière aussi violente. Parce qu'il faut savoir que les morts des travailleuses du sexe sont d'une violence inouïe. Que ce soit des femmes trans et des femmes trans travailleuses du sexe, que ce soit des travailleuses du sexe en général, c'est vraiment une énorme violence. Okay, merci pour ton retour là-dessus, malgré le sujet qui est très dur, quoi. Ça doit être dur à aborder peut-être aussi. Ouais, c'est quand même un sujet qui est difficile parce que faut savoir que dans le travail du sexe, c'est quand même assez un petit milieu. Donc on a tous eu affaire à l'une ou à l'autre un peu, même si c'est en distanciel. En fait, et même, on sait très bien. Moi, je sais que j'avais fait une petite pause de travail du sexe avant le meurtre de Géraldine. Et au moment du meurtre de Géraldine, je reprenais un peu le travail du sexe. Et j'avais ma fille de cœur trans qui a 18 ans, qui avait commencé le travail du sexe. Et je vous avoue que moi, j'ai eu une énorme terreur vis-à-vis de ça. Pour vous dire, je vous donne un petit exemple rapide. Le jour des obsèques de Géraldine, j'étais présente à l'église et j'ai eu un harceleur de travailleuse du sexe qui m'a harcelé, qui m'a attendu avec une camionnette devant l'église pendant des obsèques. Qui m'envoyaient, qui étaient là, c'est des amis qui ont été obligés de le faire partir. Et moi, j'étais tellement terrorisé parce que ce mec-là avait quand même une camionnette. Et j'étais là, genre, je repars comment de là-bas. Pardon, je repars comment de là-bas. Et en fait, c'est vraiment un truc. Il y avait vraiment déjà en plus ce climat de peur ambiante. Et nous, on n'a pas envie de travailler de cette manière-là. Et donc oui, c'est d'autant plus touchant personnellement. Avec toutes ces violences auxquelles vous êtes exposés, avec la précarité aussi à laquelle vous êtes exposés, est-ce que... Alors, je sais que justement, il y a le STRAS, par exemple, il y a différentes organisations qui permettent aux travailleuses du sexe de lutter ensemble, de militer. Est-ce que tu considères qu'il y a des luttes vraiment centrales aujourd'hui dans le mouvement TDS? Quels sont les combats en cours? Alors il y a celui que vous lancez actuellement, notamment avec votre action contre l'État français, avec le collectif Insurrection Trans autour de la loi sur le proxénétisme. Mais donc quels sont les combats centraux aujourd'hui? Quels sont vos obstacles éventuellement?
En fait, le gros combat central, c'est la décriminalisation. Parce qu'à partir du moment où on décriminalise, la loi de 2016 et la loi de 2003 contre le proxénétisme, elle saute. Donc, en fait, le gros combat majoritaire, il est là. Les obstacles, on le sait, c'est les politiques. Clairement, on a quand même des politiques qui sont foncièrement abolitionnistes. On a vraiment ce climat global de tabou autour du travail du sexe. Et même, on a, pour plus précisément, on a quand même des partis qui sont censés être de gauche et voire d'extrême gauche qui prônent l'abolitionnisme sous-jacent, qui n'en parlent pas vraiment mais qui sont abolitionnistes. Et ça, en fait, ça serait bien que les positions bougent dans certains partis politiques d'ultra-gauche. Complètement. Du coup, merci déjà d'avoir évoqué tout ça. Quand on parle des combats des personnes travailleuses du sexe et des mouvements des TDS, on peut parler aussi du militantisme sur Internet, sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a eu on a vu qu'il y a eu beaucoup de comptes supprimés de personnes elles-mêmes travailleuses du sexe, et notamment aussi du Stras, dont le compte Instagram a été supprimé, je crois, récemment. C'est quoi l'impact peut-être d'où ça vient, ces suppressions? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est des vagues de personnes qui vont signaler en masse? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut le savoir? Et ça a quoi comme impact sur la lutte au final? Alors déjà, pour représenter, il y a eu pas que le Stras en suppression. C'est énorme ce qui s'est passé. Donc globalement, le 3/4 des comptes de travailleuses du sexe se font sauter assez régulièrement. Les comptes aussi d'événements de travailleuses du sexe, je pense par exemple à la Purple Slut, le cabaret Purple Slut, qui est quand même un événement qui est juste extrêmement important pour notre militantisme, parce que ça rappelle de ce qu'on fait, ça rappelle aussi via des espaces joyeux, des espaces chill, de montrer en fait que les travailleuses du sexe, on a des messages, on a des choses à porter, et en fait le fait de censurer cette culture, globalement, c'est là qu'il va y avoir un gros problème. Censurer le Stras et encore d'autres, hein. Il y a énormément d'associations, de syndicats qui parlent du travail du sexe, qui se font sauter assez régulièrement. En fait, ça met un frein sur déjà une visibilité, parler de nos vies, parler de nos droits, plutôt les droits qu'on n'a pas, parler aussi de nos besoins. En fait, quand on fait sauter des pages comme pour le syndicat du Stras, en fait, on se retrouve avec une non-représentation dans les médias des travailleuses du sexe, donc une mise en danger encore plus prononcée, en fait. Ok. Merci beaucoup pour tout ça, en fait, pour ta présence au sein de cette émission et puis pour toutes les infos, tous les témoignages que tu as pu nous apporter. Alors là, on va devoir clôturer petit à petit l'émission qui touche à sa fin. Du coup, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, quelque chose que tu voudrais rajouter à ce qui a été dit, un truc qui te tiendrait à cœur de mentionner ou Moi, j'ai une phrase, c'est bravo les putes, qui a gueulé dans toutes les rues, partout, tout le temps. Ne pas oublier qu'en ce mois des fiertés, les putes font partie des fiertés et qu'il faut arrêter de les oublier pour nos prides. Les putes sont là, les putes existent et les putes veulent être entendues. Voilà. Vous n'avez pas vu, mais on a claqué des doigts en mode yes. Et on ira gueuler ça demain à la Pride des banlieues. Oui. Bravo les putes. Alors, merci beaucoup Camille pour ta présence. Du coup, on rappelle un petit peu les collectifs qu'on a mentionnés. Donc, on a évoqué le Stras, on a évoqué le collectif Insurrection Trans, qu'on vous invite à suivre tout particulièrement, notamment vu ce qui s'annonce, puisque vous engagez donc des poursuites contre l'État français pour proxénétisme, pour démontrer l'absurdité de la loi sur le proxénétisme telle qu'elle existe. Vous avez aussi des événements qui arrivent, il me semble. Oui, alors là, ce dimanche, on a une queer food pour récolter des fonds pour notre fonds d'aide aux personnes trans et queer victimes de violences conjugales. Vendredi 13 juin, à la Mutinerie, vous pourrez nous retrouver pour la soirée de récolte de fonds pour le fonds d'aide pour les personnes trans victimes de violences conjugales. Il y aura un line-up de feu, il y aura du stand-up, il y aura du drag, il y aura des concerts. Enfin, c'est juste un truc de fou ce qui va se passer. Vous pouvez nous retrouver aussi, je pense qu'on peut l'annoncer déjà,
avec les FemRêves dans un cortège unitaire qui aura lieu à la Pride le 28 juin. Donc n'hésitez pas à nous retrouver pour gueuler avec nous et foutre le bordel et montrer qu'on est en colère et qu'on est vénère et paillettes et molotov. Et gueuler bravo les putes. Et gueuler bravo les putes. J'adore paillettes et molotov, je vais le ressortir tout le temps. Je trouve ça incroyable. Une petite pancarte paillettes et molotov. J'ai déjà ma pancarte pour demain. Faut que j'en fasse moi je une l'ai autre. pas, je peux en faire Et une. bah voilà. Je sais pas si j'ai le temps, on va voir. T'inquiète. Et donc comme mobilisation aussi à garder en tête, même si c'est dans quelques temps encore, on a toutes les journées internationales dédiées justement aux luttes des travailleuses du sexe. Alors on a déjà évoqué celle qui vient de se passer, c'est-à-dire la commémoration donc de Saint-Nizier, mais on a aussi donc le 17 décembre la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleuses du sexe. On vous invite à suivre donc tous les comptes, toutes les plateformes sur lesquelles les travailleuses du sexe s'organisent pour lutter. Par exemple, le STRAS. J'ai noté aussi la Fédération du Parapluie Rouge qui a notamment travaillé à l'organisation des commémorations des 50 ans de Saint-Nizier cette année. Voilà, si tu as des recommandations à ajouter... En fait, il y a plein d'orgas différentes à travers la région. Donc vous n'êtes pas obligé, par exemple, vous allez avoir l'association Paloma dans les Pays de Loire, il va y avoir Chrysalide, Griselidis, etc. Il y en a énormément, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à adhérer, à aider, parce que sans argent, on ne fait rien. Et en fait, aujourd'hui, le syndicat du STRAS a énormément besoin. Génial, merci beaucoup encore pour ta présence Camille, bravo les putes et on va se retrouver avec donc une dernière musique pour aller conclure l'émission avec Camion Bip Bip, donc la musique s'appelle Ma Puce. La seule chose qui m'habite,